Rester après, familial avec Isabelle. Rester après, familial avec Gabriel Williams et... je peux te la garder, il n'y a personne qui est là.
Bonsoir à tous. Merci. Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là. Ça fait vraiment plaisir de voir une si grande participation pour des efforts bénévoles. En fait, je vais vous expliquer rapidement le contenu de la soirée. On a préparé 7 questions sur des thèmes qui touchent de près ou de loin la participation citoyenne des jeunes au Québec. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! Donc c'est ça, on a préparé 7 questions. Chaque panéliste a 5 minutes chacun et chacune pour répondre aux questions. Ensuite, à la fin de la conférence, tout dépendamment du temps qu'il reste, on va avoir des questions de l'audience. Je vous avertis tout de suite, étant donné que nos micros sont avec des fils, il va falloir que les personnes qui veulent poser des questions se lèvent et viennent à l'avant. Donc voilà. On va également alterner autant dans les premières personnes qui vont répondre aux questions que dans les animateurs. En fait, il va y avoir moi. Je m'appelle Émeric Couture-Picard. Je suis le président des Jeunes péquistes de l'Estrie. Et en fait, je vais animer la soirée avec Sarah Baudouin, co-représentante de QSUDS au sein du comité organisateur. Donc, sans plus attendre, la première question qui est: quelles sont vos expériences en participation politique et citoyenne? Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer et de vous impliquer dans cette manière précise? Merci de la question. Mais tout d'abord, avant de répondre, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Puis félicitations quand même aux gens qui ont organisé pour avoir rassemblé plus d'une centaine de personnes ce soir. C'est super impressionnant, c'est même touchant de vous voir en aussi grand nombre. Alors bravo, vraiment chapeau. Puis en plus, j'ai compris que c'est un événement qui a été organisé en convergence entre les gens du PQ et Québec solidaire. Alors, une raison de plus de les féliciter. Bon, mon engagement politique, il a commencé dans le mouvement étudiant. Je vous surprends, j'imagine, en vous disant ça. Moi, j'ai très rapidement, j'ai eu des balbutiements avant, mais c'est en entrant au cégep que j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement étudiant. Mes parents, en fait, se sont rencontrés durant une grève étudiante. Alors, je suis littéralement, et c'est pas une métaphore dans mon cas, l'enfant d'une grève. Littéralement. C'est même pas une blague. Tout ça est vrai. Alors, donc, c'est pour ainsi dire dans mes gènes l'engagement social, l'engagement citoyen. Et donc, je suis arrivé au cégep, je me suis impliqué dans mon association étudiante parce que ça m'apparaissait comme la chose naturelle, la chose normale à faire. Et puis, de fil en aiguille, je me suis impliqué dans mon conseil exécutif, par la suite au journal étudiant. Et puis, à un moment donné, on est venu me voir, c'était en 2009. On m'a dit, il y a quelque chose qui s'appelle l'AC, il y a un poste à l'exécutif aux communications. Je disais, ça pourrait être intéressant. Tout ça, je me suis présenté, j'ai été élu. À ce moment-là, la hausse des frais de scolarité universitaire, c'était seulement une rumeur, hein, ça n'avait pas été encore confirmé. On a commencé à mobiliser comme ça dans mon cégep, ensuite dans d'autres cégeps de la province, dans des campus universitaires aussi. Et de fil en aiguille, tout le monde connaît un peu la suite de l'histoire. La hausse des frais de scolarité a été annoncée. Je me suis à nouveau présenté comme porte-parole, j'ai été élu. Et la grève a commencé, et là, bon, voilà, ça m'est un peu tombé dessus l'engagement, disons, public, parce qu'avant, c'était un engagement qui était qui était à l'image de l'engagement de la majorité des gens, c'est-à-dire fait de sueur, de travail, de persévérance, mais qui venait avec assez peu de reconnaissance publique. Hein. C'est ça, l'engagement politique pour 99% des gens. Et là, moi, en 2012, ben, ça m'est un peu tombé dessus sans que je m'y attende. Et là, ça a évidemment changé ma vie, on peut le dire comme ça. J'ai continué par la suite mais dans d'autres mouvements, dans le mouvement écologiste notamment, que j'ai financé grâce à une campagne de socio-financement. Et là, j'ai écrit des livres, j'étais un peu dans l'espace public, et au bout de 4 années de tergiversation comme ça, j'étais, je vous dirais, habité par un doute, par un réel doute. On était 4 ans, donc, après la mobilisation de 2012. À l'automne dernier, les libéraux étaient de retour au pouvoir depuis peu. Les mesures d'austérité du gouvernement libéral étaient plus radicales que jamais, attaquaient avant tout le réseau de l'éducation, ça m'inquiétait beaucoup. Il y avait eu, bien sûr, des belles mobilisations dans les dernières années, notamment les chaînes humaines autour des écoles publiques, la mobilisation contre NRJS. Donc, c'est pas qu'il n'y avait rien qui se passait, mais j'avoue quand même que j'étais habité par un doute. Je me suis sérieusement posé la question à l'automne dernier, est-ce que c'est encore possible de changer les choses? Est-ce
est-ce que c'est possible, en fait, de sortir de la logique de l'opposition, dans laquelle on est souvent à gauche, où on dit « il ne faut pas faire ça ». Est-ce qu'on est possible de sortir de ça pour être dans une logique où on propose un projet de société alternatif? Et c'est un doute qui était réel et qui était profond, et c'est pour un peu me rassurer moi-même que j'ai eu cette idée du projet Faut qu'on se parle, où j'ai rassemblé une équipe autour de moi. On est parti en tournée pendant 3 mois et demi à peu près au Québec. Et c'est cette tournée-là, en fait, qui m'a rassuré, qui m'a redonné espoir. Et j'ai rencontré donc en quelques mois à peine des milliers de Québécois, de Québécoises de toutes les générations, dans toutes les régions. Hein. Plus de 60% de nos événements ont eu lieu à l'extérieur de la grande région de Montréal durant la tournée Faut qu'on se parle. Et cette expérience-là a été magnifique, puis elle a vraiment été pour moi, elle a eu l'effet d'une cure contre le cynisme. Ça m'a fait réaliser qu'il y a en fait plein de gens au Québec qui, sur le plan des valeurs, sont conscientisés, sont mobilisés, mais qui sont, disons, pour le moment dans l'inaction, et qui m'ont dit à des centaines de reprises, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un mouvement qui se met en place, on va sauter dans le bateau. Et donc, suite à cette tournée-là, il y a eu le départ de Françoise David, et les choses se sont bousculées pour moi. J'ai dû prendre une décision rapidement. Mais le point tournant pour moi, c'est vraiment la tournée Faut qu'on se parle, qui m'a convaincu de la nécessité de passer d'un engagement qui était dans les mouvements sociaux, dans les mouvements citoyens, à un engagement politique plus classique dans un parti politique. Et donc, si la grève de 2012 a changé la forme de mon engagement, ça a été la tournée Faut qu'on se parle qui l'a fait, je dirais, une deuxième fois, qui m'a convaincu de la nécessité de prendre nos responsabilités, de s'engager concrètement, puis de proposer un vrai projet là, de changement aux gens du Québec. Merci. J'abonde dans le même sens que Gabriel. Merci de vous être déplacés en aussi grand nombre ce soir. C'est franchement impressionnant de voir autant de jeunes de notre génération réunis pour jaser politique ce soir. Je pense que ça ne peut qu'être de bon augure. Donc, félicitations aussi au comité organisateur. Je connais ça, organiser des semaines de la souveraineté. J'ai moi-même été présidente des jeunes du mouvement souverainiste de l'Université de Montréal. Et j'avais notamment invité Gabriel pour l'une des conférences. Donc, chapeau. C'est vraiment une très belle organisation qu'on peut voir à l'œuvre ce soir. Donc, moi, j'ai un parcours qui ressemble, mais qui ne ressemble pas en même temps à Gabriel, parce que moi, ça ne vient pas vraiment de mon milieu familial, ce goût-là pour la politique. Je viens pas du tout d'une famille politisée. La politique, en fait, n'est jamais rentrée à la maison. Moi, c'est il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser notamment à la question nationale, que j'en ai parlé pour la première fois avec mes parents. Et que pour la première fois, ben, ils se sont appris l'un à l'autre qu'ils avaient voté oui dans le cas de mon père et non dans le cas de ma mère. Donc, ils n'en avaient même jamais parlé à table alors que le débat polarisait tout le Québec. Donc, moi, c'était pas chez moi. Quoique, ma grand-mère avait quand même une fibre nationaliste, souverainiste très forte. Et sans vraiment me parler de politique à proprement parler, quoiqu'elle m'a déjà envoyée à l'école avec un macaron du PQ, elle m'a beaucoup parlé d'histoire, notamment d'histoire des patriotes quand j'étais petite, et j'aimais vraiment écouter ces histoires. Donc, je suis certaine qu'à quelque part, ça a servi à m'éveiller un peu à la chose publique. Moi, mon engagement a commencé davantage dans le niveau communautaire. Donc, moi, j'ai toujours fait du bénévolat, du moins depuis que j'ai 12-13 ans. J'habitais avec ma grand-mère, qui était plus âgée que ma grand-mère qui était en politique. Et donc, la cause de l'isolement et la solitude des personnes âgées m'a vraiment toujours touchée. Donc, j'ai commencé à m'impliquer comme accompagnatrice dans des résidences aux personnes âgées tout au long de mon adolescence. Puis, la politique, c'est venu plus tard. Ça rejoint Gabriel. Moi, c'est venu vraiment au cégep. J'ai rencontré des amis qui, eux, étaient impliqués dans différents mouvements politiques, notamment au sein du mouvement indépendantiste, qui ont commencé à me convaincre d'aller les rejoindre dans certains événements, de venir assister vraiment en tant que spectatrice à la chose politique. Au début, j'étais pas nécessairement très enchantée, mais j'ai fini par les suivre juste pour être avec mes amis. Puis finalement, quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est moi qui finissais par les traîner aux différents événements politiques. L'événement vraiment déclencheur pour moi de mon implication, ça a été les élections fédérales en 2011. Moi, j'avais déjà décidé depuis quelques années donc, que je voulais militer pour la cause indépendantiste, du moins que je voulais que le Québec soit un pays, devienne un pays.
Et donc, j'étais pour le Bloc québécois lors des élections fédérales de 2011. J'essayais de convaincre mes amis, ma famille de voter pour le Bloc, ce que j'ai réussi dans certains cas pour la première fois. Mais évidemment, lorsque j'ai écouté les résultats des élections dans mon salon, j'étais vraiment très déçue de la tournure des résultats. Pour la première fois que je m'impliquais pour un parti, je voyais une telle dégelée, là, il faut quand même le dire. Puis là, j'ai vu le discours de Gilles Duceppe qui, à ce moment-là, disait « Écoutez, c'est pas la fin, il y a d'autres gens qui vont me suivre, puis on va continuer ce projet-là, parce que c'est un projet qui porte des millions de Québécois. » Puis moi, je m'étais vraiment sentie interpellée à ce moment-là, puis je me suis dit « C'est bien beau convaincre là, mes amis, ma famille, mais si je veux apporter ma différence, mon petit plus dans ce mouvement-là, ben, je dois m'impliquer. Puis si tous les gens qui pensent comme moi s'impliquaient, bon, on pourrait arriver à faire une plus grande différence. » Donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu m'impliquer en politique. Mais moi, je ne savais pas du tout où partir. Je ne savais même pas que c'était possible d'être membre d'un parti politique. Donc, je partais vraiment de très loin. J'ai cherché carrément sur Google comment devenir membre du Parti québécois. J'ai trouvé le lien. J'avais appelé ma grand-mère aussi qui m'avait dit que c'était possible de faire partie d'un comité exécutif dans ma circonscription. Donc, j'ai tout simplement acheté ma carte de membre via le site Internet du Parti québécois. J'ai trouvé les coordonnées de mon député sur Internet, je l'ai appelé, puis j'ai demandé est-ce que je peux m'impliquer. Il m'a dit, ben justement, il y a un poste de représentant de jeunes. Donc, j'ai vraiment commencé de cette manière-là. Quand tu arrives en politique, tu t'es jamais vraiment impliqué, c'est assez particulier. J'aurais pu m'enfuir en courant après la première réunion, mais j'ai décidé de perdurer, de rester au sein de ce comité-là. Mais bon, plutôt comme observatrice. Ensuite est venu 2012, qui m'a quand même fait prendre conscience à quel point les mouvements collectifs, c'est important. Puis, après la grève, ça m'a vraiment donné envie de davantage pousser mon militantisme. Donc, j'ai commencé à m'impliquer aussi ailleurs au sein du mouvement indépendantiste, ce qui m'a amené à me présenter pour le Bloc québécois en 2015, parce que je sentais que les jeunes, on avait une voix à apporter, puis j'avais envie de faire ce travail-là de terrain, puis aller convaincre les gens de l'importance donc d'appuyer l'indépendance du Québec, mais également d'autres enjeux. Par exemple, on a fait beaucoup campagne contre le Léoduc Énergie-Est. Donc, pour moi, c'est important. Par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler à l'Assemblée nationale du Québec, qui me fait voir vraiment davantage c'était quoi le rôle d'un député au quotidien à l'Assemblée nationale. Puis, j'avais vraiment eu la piqûre durant la campagne électorale fédérale. J'avais vraiment vu quelle différence pouvait faire un député dans le quotidien des gens qu'on représente, parce que souvent le travail d'un député, il est méconnu. Donc, c'est ce qui m'a poussé ensuite à me présenter pour le Parti québécois dans Marie-Victorin lors des dernières partielles. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un très grand gage de confiance de mes concitoyens le 5 décembre dernier, alors que j'ai remporté l'élection partielle avec plus de 52% des votes. Donc, c'est à peu près ça. Parfait. Merci. C'était un beau sprint à faire pour respecter le temps. Bien respecté. La prochaine question est la suivante. Quelle est la situation de la participation politique et citoyenne des jeunes? Est-ce que la participation électorale et communautaire, ainsi que les consultations publiques comme Faut qu'on se parle et Oser repenser le PQ, donnent un portrait fiable de la situation? Oui, donc je commence encore une fois. Moi, je dirais que les consultations, c'est extrêmement important. Ça permet d'impliquer les citoyens dans un processus participatif qui est tellement intrinsèque à notre démocratie. Par contre, ce qui est encore pire que de ne pas consulter les gens, à mon sens, c'est de consulter sans donner de suite. Donc, en ce sens-là, je pense que des tournées comme « Faut qu'on se parle » ou « Oser repenser le PQ » ont vraiment un extrêmement bon potentiel. Si je prends « Oser repenser le PQ » que je connais davantage pour être l'une des ambassadrices avec Paul Saint-Pierre Plamondon, on a fait plus de 155 rencontres jusqu'à maintenant. On a consulté près de 3500 personnes. Donc, c'est certain que c'est des gens qui ont déjà un intérêt pour la politique ou, dans notre cas, peut-être un intérêt envers le Parti québécois. Mais il n'en demeure pas moins que ça apporte une vision qui est assez différente aussi, peut-être, des militants ordinaires, si on veut, parce qu'on essaie vraiment d'aller ratisser plus large que ça, aller consulter beaucoup, par exemple, les moins de 40 ans, des représentants de la diversité québécoise, des jeunes entrepreneurs. Donc, ça nous a donné un portrait extrêmement intéressant. Puis moi, ce que je déplore dans le discours public actuellement, c'est qu'on ne cesse de dire que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, que les jeunes ne sont pas impliqués. Mais je pense que, par exemple, aujourd'hui, on est une bonne preuve du contraire. Je pense que 2012 était une des preuves du contraire. L'engagement des jeunes, par exemple, pour les causes environnementales, elle est très grande.
C'est pas parce que les jeunes s'impliquent de façon différente, il y a peut-être une certaine époque, que les jeunes ne s'impliquent pas moins. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait actuellement. Je me le fais dire à peu près à toutes les entrevues que je fais. Ouais, mais les jeunes, c'est pas intéressé par la politique. Mais c'est pas vrai. C'est sûr que, par contre, c'est un espèce de cercle vicieux. Parce que c'est vrai, en même temps, si on regarde les statistiques, que les jeunes vont moins voter que les générations plus âgées. Puis souvent, on se dit, ouais, mais moi, je veux pas aller voter parce que j'ai l'impression que les politiciens, ben, ils n'écoutent pas ce que j'ai à dire. Ça, c'est une jeune femme à Saint-Jérôme ce matin. J'étais au cégep de Saint-Jérôme qui me dit ça. Je dis, ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Les politiciens ne prennent pas assez en considération les jeunes. Sauf que le problème, c'est que tant que notre génération ne prendra pas son pouvoir politique en main et ne se rendra pas massivement aux urnes, ben, les politiciens vont continuer de penser comme ça. Alors, on a une part de responsabilité aussi, mais je considère que les efforts doivent également venir des partis. Des façons de se réinventer, de changer les formes de militantisme, puis changer la façon aussi peut-être d'impliquer les citoyens dans la participation justement au sein des différents partis politiques. On pense aussi à la partisanerie à outrance qui peut rebuter beaucoup de jeunes dans la sphère publique puis au sein justement des différents partis. Donc, on discutait par exemple ce matin à Saint-Jérôme des solutions qui pourraient être envisageables pour faire en sorte que davantage de jeunes se rendent aux urnes, par exemple. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup la question du vote à 16 ans qui a été amenée notamment dans les dernières années. C'est certain que ça pourrait faciliter les choses en ce sens que souvent le premier vote, il est déterminant dans la suite des choses, dans la suite d'un parcours donc de vote. Et souvent, à 18 ans, les jeunes n'habitent plus nécessairement à la maison chez leurs parents, ce qui fait en sorte que leur adresse n'est pas nécessairement concordante avec le lieu où ils se trouvent. En ce sens-là, je pense qu'on a eu une bonne avancée avec le vote sur les campus qui a amené Bernard Drinville du temps qu'il était ministre du gouvernement du Parti québécois. Donc ça, c'est une bonne avancée, mais il y a encore des problèmes d'inscription, par exemple, sur les listes électorales, qui pourraient être possiblement plus faciles si on devançait le vote à 16 ans. Par contre, à mon avis, cet aspect-là, il est intrinsèquement lié avec l'instauration d'un cours d'éducation à la citoyenneté québécoise dans nos écoles. C'est un besoin qui est criant. Je vous dis, franchement, ce midi, je discutais avec les jeunes du cégep, puis souvent, ils se sentaient simplement délaissés par la politique parce qu'ils n'avaient pas l'impression de la comprendre. Ils ont l'impression d'entendre les médias en parler sans vraiment avoir accès à cette information-là, parce que s'ils n'ont pas des parents, des gens intéressés qui en parlent autour de la table, mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir ce réel contact-là avec la politique. Puis ce cours-là, il se fait ailleurs. Moi, ma meilleure amie habite Toronto. Je sais qu'elle donne le cours et que ça donne des résultats excellents auprès des adolescents qui le suivent. Ils sont à même de mieux comprendre autant le système politique dans lequel ils évoluent que de connaître qui est leur député, quel est leur rôle aussi d'un député. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on peut avoir référence à eux pour régler toutes sortes de problèmes ou pour nous appuyer dans nos projets. Alors, à mon sens, si on veut améliorer la participation politique des jeunes, ça commence en bas âge, ça commence à l'école par l'éducation à la citoyenneté. Il y a plein de choses que je pourrais reprendre de ce que Catherine vient de dire. C'était très intéressant. Le premier truc sur lequel je veux signifier mon accord, c'est le fait qu'il faut vraiment arrêter de dire, parce que c'est faux, que les jeunes d'aujourd'hui, comme le veut la formule consacrée, seraient moins engagés politiquement, moins engagés socialement que les générations précédentes. Il y a plein de sondages, plein d'études qui ont été faites, qui l'ont démontré. C'est faux. Et on pourrait aussi citer toutes sortes d'exemples, à commencer bien sûr par la mobilisation de 2012. Ce qui est également vrai, par contre, c'est que cet engagement politique-là, il prend des formes différentes de dans le passé. Et la principale différence, c'est qu'on fait partie d'une génération qui, de plus en plus, va se mobiliser de manière ponctuelle, de manière conjoncturelle, autour de certaines causes, de certains enjeux, certaines luttes, certains combats qui arrivent à certains moments. Et c'est même un engagement qui parfois peut être très intense, mais qui a l'habitude d'être très momentané. Et ce qui est peut-être en décroissance, c'est l'engagement politique plus traditionnel, plus soutenu dans la durée au sein d'un parti politique. Et ça, il y a aussi plein de sondages, plein d'études qui le démontrent. C'est assez dur de nier cette réalité-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne, par exemple, ça donne plein de bons résultats, ces changements-là dans l'engagement politique de notre génération. Ça donne, par exemple, un mouvement environnemental
au Québec très dynamique, aux États-Unis aussi, qui gagne, qui est capable d'aller chercher des victoires. Ça donne également au Québec un mouvement féministe qui est plus dynamique que jamais. On l'a vu dans les dernières années avec les débats autour des agressions sexuelles, le fait que ce sont beaucoup des jeunes femmes qui reprennent la parole, qui ramènent ces enjeux-là dans l'espace public. Ça donne le mouvement étudiant de 2012. Donc, il y a plein de bons côtés à cette transformation-là de l'engagement politique des jeunes. Il n'y a pas que du mauvais. Mais il y a aussi donc quand même quelques défis pour les partis politiques et pour la participation électorale. Catherine l'a dit, les statistiques, on les connaît, là, le taux de participation des jeunes aux élections, il diminue. Donc, il y a quand même des défis pour les partis politiques. La question, c'est comment on relève ces défis-là. Bien sûr, actuellement, c'est tout à fait insuffisant ce qu'on fait, c'est-à-dire souvent des campagnes publicitaires où on dit « Yo, le jeune, va voter, c'est important. » Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Hein. Mais vraiment, pas tant que ça. Et là, où on dit on rivalise d'originalité pour trouver des slogans accrocheurs, puis des graphismes qui font jeunes et dynamiques pour convaincre les jeunes d'aller voter. Tout ça, c'est bien sûr insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut revoir, pour les partis politiques notamment, je pense, la forme d'engagement, la forme de militantisme que l'on propose. Moi, c'est un des dossiers sur lesquels je veux travailler au sein de Québec solidaire, transformer l'offre de militantisme qu'on fait pour que ça ressemble beaucoup moins aux partis traditionnels, puis beaucoup plus à un mouvement social. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a été construite la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis, avec un modèle qui était très participatif, qui utilisait les nouvelles technologies, mais tout en étant capable de faire agir les gens au quotidien. Et c'était un mouvement qui était beaucoup moins structuré de manière traditionnelle, c'est-à-dire prends ta carte de membre, va dans une assemblée de comté, fais-toi élire sur ton exécutif, fais des débats sur le programme, sur la plateforme, et beaucoup plus axé vers l'action concrète quotidienne. Aujourd'hui, tu peux faire ça, ça, ça. Demain, tu peux faire ça, ça, ça. Un truc très concret, très participatif, et qui donc ressemble en fait beaucoup plus à un mouvement social qu'à un parti politique. Des partis comme Podemos en Espagne font la même chose. Il y a vraiment une nouvelle gauche qui utilise ces modes de mobilisation-là. Et je pense que là, il y en a une voie d'avenir pour les partis politiques s'ils veulent pas seulement garder les jeunes qui s'impliquent actuellement, mais en avoir de plus en plus, proposer des formes de s'impliquer, des manières de s'impliquer qui sont plus intéressantes, plus inclusives. On fait partie d'une génération, et ça aussi, on pourrait citer toute une pléthore d'études, là, mais qui est moins à l'aise avec les formes d'implication très hiérarchiques, très verticales, où il y a un chef ou un président qui donne des ordres, qui donne des directives, et où les militants, dans le fond, répondent aux directives. On est davantage à l'aise dans une mobilisation plus participative, inclusive, horizontale, où tout le monde donne son idée, où tout le monde participe à l'élaboration des plans d'action puis de la mobilisation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre si on veut garder et encourager de plus en plus de jeunes à participer aux partis politiques. Il y avait un autre truc dont je voulais parler, mais je n'aurai pas le temps. Je voulais parler de la manière dont les médias traitent les jeunes qui s'impliquent. J'aurais donné 2 exemples. J'aurais donné celui de 2012, où là, il y en avait des jeunes qui s'impliquaient là, pour vrai, en chair et en os. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2012 à ces jeunes-là qui se sont impliqués? On les a ridiculisés, on les a méprisés, on les a poursuivis, on leur a envoyé même parfois la police leur casser les côtes. Et après ça, on entend les mêmes chroniqueurs, les mêmes journalistes nous dire « Ah mon Dieu, où sont les jeunes? » Ben, ils étaient là, les jeunes, puis comment est-ce que vous les avez considérés quand ils se sont mobilisés? Et même chose, l'autre exemple que j'aurais donné, c'est celui des jeunes qui décident de faire le saut dans un parti politique et qui décident de se présenter comme député, de se présenter comme porte-parole d'un parti. Et la première affaire qu'on leur dit souvent, c'est « Oh mon Dieu, c'est même trop jeune. » Moi, j'ai envie de répondre, si vous trouvez que 24, 25, 26, 27 ans, c'est trop jeune pour s'impliquer dans un parti politique, bien, augmentez l'âge du vote à 30 ans, puis ça sera réglé. À partir du moment où on donne le droit de vote aux gens en 18 ans, c'est qu'on considère qu'ils sont des citoyens, citoyennes, de manière pleine et entière, pas à moitié, pas aux 3/4. Puis c'est pas juste... Et des fois, j'ai l'impression qu'on dit aux jeunes, allez voter. Ça, c'est bien important, les jeunes, d'aller voter. Mais après ça, laissez-nous décider entre nous. Et ça, c'est aussi un problème dans la manière dont on traite les jeunes. Il ne s'agit pas juste de les encourager à aller voter. Il s'agit de les considérer pleinement quand ils prennent la parole dans l'espace public. Et ça, nos médias ont encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit une réalité.
Merci beaucoup. On a justement une question sur le traitement médiatique en général au Québec tantôt, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à dire. La troisième question porte sur le thème de l'environnement. En fait, elle se dit comme suit. La jeunesse est aujourd'hui reconnue pour son fort engagement environnemental. Néanmoins, le constat de la dépolitisation de ces enjeux s'impose également. C'est donc sous forme de changement de mode de vie et non en tant qu'engagement politique que se traduisent les préoccupations environnementales. Selon vous, faut-il dépolitiser l'écologie et si oui, comment le faire? Elle n'est pas simple. Oui, je pense qu'il faut dépolitiser complètement l'écologie. C'est juste une question de choix de consommation. Non, bien sûr que non. Tout le monde est saisi dans la réponse. Bien sûr que non. Et c'est une excellente question parce qu'en effet, on le sait là, le grand défi de notre génération avec la question de l'augmentation des inégalités sociales, c'est la question de la crise écologique, plus urgemment celle des changements climatiques. Hein. On le sait que c'est pas seulement les chants des petits oiseaux là, qui sont menacés, c'est toutes les économies, les systèmes de redistribution de la richesse qui sont menacés par les changements climatiques qui s'en viennent. Ça va créer notamment des flux de population, ça va créer des bouleversements de toute nature là, dans les économies, dans les sociétés. Donc, c'est notre grand défi et c'est pas un mince défi, je vous l'apprends. Là. Il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup de travail à faire pour relever le défi de la crise écologique. Et le réflexe de beaucoup de gens, en effet, dans cette situation-là, c'est de chercher à dépolitiser l'enjeu. La question est très bien posée. De dépolitiser l'enjeu, de tenter d'en faire un enjeu qui serait comme transpartisan et qui donc se résumerait à des choix de consommation individuelle où on dit aux gens, prends ta voiture 2 fois de moins par semaine, prends ta douche en 3 minutes au lieu de 10, et puis utilise du papier de toilette recyclé, et voilà, on va sauver la planète. Et ça, c'est, je caricature, mais encore une fois, à peine, parce que c'est faire l'impasse sur le fait que les choix qui nous ont amenés dans la situation actuelle, qui est inquiétante, qui est alarmante, c'est pas des choix individuels. Les choix qui nous ont menés dans la situation actuelle, c'est des choix collectifs. C'est des choix institutionnels, c'est des choix politiques et économiques qui souvent d'ailleurs ont été pris en notre nom sans nous consulter. Et donc c'est pas simplement une somme de mauvaises habitudes personnelles qui donne la crise écologique. C'est des choix collectifs. C'est la manière dont on organise notre économie, la manière dont on structure le développement de nos régions, la manière dont on réfléchit le développement des ressources naturelles. C'est tout ça qu'il faut revoir. Et c'est pas une mince tâche. Et ça, on fera pas ça, encore une fois, à coup de campagne publicitaire. Il faut avoir un débat de nature politique sur la manière dont on structure notre économie. Et on ne pourra pas faire l'économie de ce débat-là, pour faire un jeu de mots. On ne pourra pas le contourner. Il va falloir affronter cette question-là de front. Et je pense qu'il faut donc reconnaître que la crise écologique, c'est par définition une crise économique. Parce que c'est la crise des conditions qui rendent possible cette chose qu'on appelle l'économie. Et donc oui, c'est le grand défi. C'est le grand défi du mouvement écologiste et des partis politiques de politiser cet enjeu-là, d'en faire un enjeu de mobilisation sociale et collective, pas seulement un enjeu de style de vie, là, donc de lifestyle ou de choix de consommation, parce que c'est très, très, très dangereux, je pense que quand on fait ça, on se voile le visage par rapport aux réels périls qui sont sur la crise écologique. Merci, oui, tout à fait d'accord, Gabriel. D'ailleurs, je pense que l'environnement, c'est exactement l'enjeu. Ça doit être la clé pour amener les jeunes vers l'implication politique, parce qu'on n'aura pas le choix de passer par là. C'est sûr que quand on dit acheter, c'est voter, par exemple, tout le mouvement équitable, mais c'est vrai, chaque citoyen doit poser ses propres gestes aussi en faveur de l'environnement, puis en perspective de cette crise écologique qui nous affecte tous. Cela dit, l'agrégation des gestes individuels n'est pas suffisante pour avoir un impact assez important en réponse à l'importance de la crise qui est devant nous. Donc, c'est une responsabilité politique extrêmement grande que nous avons. Autant les gens, par exemple, les députés, les élus sur les différentes scènes politiques, que la société civile. Et je crois que il faut absolument additionner nos forces, justement avec tous les mouvements citoyens
qu'on pense ça coule pas chez nous. Moi, je me suis beaucoup impliquée aussi avec Alerte Pétrole Rive-Sud dans mon coin. Donc, c'est important d'allier justement ces forces-là de la société civile avec les forces politiques pour que citoyens, politiciens, ensemble, puissions avancer. Parce qu'il ne faut pas se cacher que les forces contre cet avancement-là, mais elles sont aussi très fortes. On a simplement qu'à regarder tout ce qui se passe au sud de la frontière actuellement pour s'en convaincre. Donc, ce n'est pas tout le monde qui réalise ou qui qui pose les constats de la crise à laquelle nous faisons face. Donc, on doit pour ça se battre encore plus fort. Et pour ça, on ne doit pas faire l'économie des forces de peu importe qui. Donc, il faut poser des gestes forts, des actions, oui, pour renforcer les incitatifs des gens dans leurs actions quotidiennes. C'est important, mais aussi des gestes beaucoup plus globaux, comme le dit Gabriel. Donc, même au Québec, il faut qu'on puisse être un leader aussi en ce sens-là. Puis moi, c'est une des raisons fondamentales, par exemple, pour laquelle je suis favorable à l'indépendance du Québec. Parce que je me dis, regardons notre situation ici. On est chanceux, on est doté de richesses naturelles incroyables, d'hydroélectricité. On serait capable d'atteindre notre indépendance énergétique puis d'être vraiment des leaders à l'échelle internationale. On l'est déjà en quelque sorte, mais on n'a pas voix au chapitre. On a beau dire qu'on a participé à la conférence de Paris sur le climat, mais on était là en tant qu'observateur. Moi, une comparaison qui m'a toujours beaucoup marquée, c'est Martine Ouellette, donc la députée de Vachon, qui m'avait raconté que lorsqu'elle était ministre des Ressources naturelles, elle avait participé à un colloque en Corée du Sud. Et elle faisait l'exposé justement de toute l'avancée du Québec en matière environnementale, du fait qu'on pouvait miser sur des énergies vertes, des énergies propres. Et juste après elle est passé le représentant du Canada, dont la conférence était beaucoup plus courue que la sienne en tant que représentant d'une simple province. Et le représentant du Canada faisait l'apologie des sables bitumineux de l'Ouest canadien, donc de l'Alberta, qui sont probablement une des plus grandes infamies que l'on connaît actuellement au plan environnemental, donc qui est pratiquement un désastre écologique, on doit le dire. Donc, c'est de montrer à quel point cette voix-là pourrait être davantage entendue, puis à mon sens, à moi, c'est une responsabilité que nous avons au Québec de faire porter cette voix, cette vision-là qui est différente pour influencer à notre façon les décisions qui sont prises à l'échelle internationale, parce que de plus en plus, les décisions ne se prennent plus à l'échelle d'une simple province, d'autant plus quand les enjeux touchent vraiment la communauté internationale au grand complet. Donc, ça va se prendre vraiment à des niveaux beaucoup plus hauts. Puis en ce sens-là, c'est très important que le Québec puisse avoir sa voix, mais également qu'on puisse donner l'exemple chez nous. Par exemple, on a des outils économiques forts comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Au Parti québécois, présentement, on propose que, par exemple, la Caisse désinvestisse l'argent qu'elle possède actuellement dans toutes les entreprises d'énergie fossile. Donc, ça commence par là. Il faut aussi donner l'exemple, non seulement exploiter, oui, nos ressources, mais ne pas non plus contribuer à l'exploitation de ce qui contribue au désastre écologique actuel. Alors, ça peut partir aussi de nous de cette façon-là. Merci beaucoup. Prochaine question. On parle de plus en plus, dans les dernières années, de la montée du cynisme au sein de la population. Un cynisme à l'endroit de la classe politique et du système en entier. Est-ce que ce problème est réel et comment peut-on le régler? Oui, ce problème est bel et bien réel. Je pense que j'apprends ça à personne. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire en vitesse tantôt, mais ça fait quelques mois, quelques années que j'ai passé même sur le terrain à faire énormément de porte-à-porte. Moi, j'ai vraiment essayé de développer ce lien-là très de proximité avec mes électeurs. Tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion de jaser. Je n'ai pas fait de tourner comme faut qu'on se parle, mais j'en ai vu vraiment beaucoup de gens, je dirais même des milliers. Puis, c'est vraiment mon constat général. Les gens sont complètement cyniques envers la politique, puis franchement, je les comprends. Quand on regarde tout ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau de la corruption avec la commission Charbonneau, mais également, il faut quand même se rendre compte à quel point il y a une usure du pouvoir au Québec actuellement. Le Parti libéral est au pouvoir quasi sans interruption depuis 2003. Je pense, moi, en tout cas, j'étais à l'école primaire, je ne sais pas toi, Gabriel, mais sûrement pas très loin de ça. Donc ça contribue aussi à une espèce de marasme. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés de la politique en se disant « on s'en sortira jamais », puis qui en viennent pratiquement à accepter cet état de fait-là. Puis moi, je dois vous dire, malgré qu'on entende beaucoup de choses à propos des jeunes en politique, moi, j'ai senti que de voir une nouvelle génération qui prend sa place, au contraire, ça ravivait quelque chose chez les gens que je rencontrais, puis ils étaient enthousiastes de voir ça. Mais en même temps,
ça ne sera pas facile de briser cette culture-là, même du cynisme qui s'est installée. C'est sûr qu'il y a des gestes individuels qui peuvent être posés, puis ça, je vous dirais que c'est la partie facile, parce qu'on a le contrôle là-dessus. Moi, par exemple, justement, j'essaie vraiment d'avoir cette proximité-là, d'être connectée sur les gens que je représente. Donc, en tant que députée, j'ai pris l'initiative d'organiser des assemblées citoyennes dans chacun des quartiers de ma circonscription. Je vais faire au moins une fois par année. Ça permet vraiment aux gens de venir autant me jaser de politique tout simplement ou de me poser leurs questions, n'importe quoi qui leur passe par la tête. Moi, je veux vraiment être là pour les gens. Donc, je veux qu'il y ait cette accessibilité-là. Également, moi, chaque vendredi soir à 17h, je fais des assemblées publiques aussi sur Facebook. Donc, j'utilise les moyens technologiques pour que les gens qui ont moins accès justement à d'autres types d'activités, mais puissent quand même avoir des discussions avec moi ou que je puisse leur répondre à leurs questions. Inciter aussi davantage sur la reddition de comptes. Moi, je me rends compte aussi beaucoup que les gens ne savent pas ce que ça fait un politicien, ce que ça fait un député. Ça contribue peut-être à penser que, bon, on élit quelqu'un, puis après ça, ben, il est grassement payé, il s'en va siéger à Québec toute la semaine. Mais c'est pas le cas. Donc, moi, je commence aussi via mes assemblées sur Facebook à expliquer vraiment c'est quoi mon travail au jour le jour, au quotidien. Je tiens un blog pour pouvoir faire ça également. Donc, je pense que ça, c'est des moyens qu'il faut utiliser. Je sais, par exemple, Jean-François Lisée a commencé à le faire aussi, il fait des assemblées publiques sur le web. Donc, ça, c'est simplement des façons pour se rapprocher des gens. Puis je pense que c'est de tendre vers la bonne direction. Mais il faut des solutions quand même beaucoup plus globales au sein des partis politiques. Ça, c'est la partie plus peut-être difficile. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller au fond des choses. Souvent, les gens sont découragés parce qu'on entend, par exemple, des recommandations qui sont issues d'une commission d'enquête, tout ça, mais on entend tout le temps qu'elles sont tablettées. Donc, les recommandations ne sont pas mises en place. Ça contribue au cynisme, ça contribue au fait que les gens se disent « Ouais, mais de toute façon, même si on fait la lumière sur telle ou telle chose qui s'est passée, mais il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer par la suite. » Donc, ça, c'est une chose. La fin, évidemment, de la politique spectacle. Je pense qu'on a déjà fait une avancée avec la fin des applaudissements à l'Assemblée nationale, ce qui nous permet d'ailleurs de poser beaucoup plus de questions au gouvernement. Je pense qu'en moyenne, 1 ou 2 questions de plus par période de questions, ça finit quand même par faire une différence. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Parti québécois, cette année, on a commencé à réserver des questions qui sont destinées aux citoyens. Donc, au moins une fois par semaine, on donne la parole à des gens qui nous ont vraiment envoyé une question, on la pose aux ministres libéraux. Puis je peux vous dire qu'ils sentent pas mal plus mal de ne pas répondre à un citoyen directement qu'à un député du Parti québécois, par exemple. Donc ça, c'est une façon aussi intéressante de donner une voix aux gens. Un travail plus constructif aussi. Moi, la première chose qui m'a marquée en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est à quel point, au fond, il y avait une collégialité entre les députés des différents partis politiques. Mais c'est tellement pas ça qu'on voit à la télévision. Puis ça aussi, ça contribue au cynisme. On a l'impression que c'est juste des chicanes, que c'est juste des divisions entre les différents partis. Alors que, sincèrement, à part pour la période des questions, 95% du temps, mais le travail qui se fait, il se fait en collaboration autour des commissions parlementaires. Il ne faut pas présumer que les gens arrivent en politique avec des mauvaises intentions. Tout le monde est là pour changer les choses pour le mieux. Puis en ce sens-là, il faut insister sur cette culture de la collaboration-là. Je sais que c'est moins facile aussi de façon générale dans les partis à cause de notre système politique qui ne favorise pas justement la collaboration entre les différents partis, contrairement à ce qui se passe, par exemple, en Europe, où il y a un mode de scrutin qui est proportionnel, donc qui favorise la coalition entre les différents partis politiques. Donc, j'espère qu'on va pouvoir changer ça dans le futur parce que je crois réellement que ça peut contribuer à redonner espoir en la chose publique. C'est une très grande question. Puis, si on avait la réponse parfaite à cette question-là, le problème serait réglé. Hein. En 5 minutes, bon ben, je reprendrai peut-être un peu ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne faut pas confondre la baisse d'intérêt ou d'engagement envers les partis politiques et les hommes et les femmes politiques et une baisse d'engagement citoyen général. Il y a des chiffres, des études qui ont été faites très récemment qui ont montré que le phénomène dont je parlais tantôt chez les jeunes, il est moins accentué, mais il est quand même bien réel, même au sein de la population générale. C'est-à-dire que la plupart des partis sont à leur niveau, à leur creux historique en termes de membership souvent vieillissant, c'est le cas pour à peu près tous les partis. Hein. Et donc, il y a une décroissance de la participation électorale. C'est vrai au Québec, c'est vrai dans à peu près toutes les démocraties occidentales, mais partout aussi, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la proportion de citoyens et citoyennes qui s'engagent dans d'autres types de mouvements,
le mouvement syndical, le mouvement communautaire, le mouvement féministe, le mouvement étudiant, le mouvement environnemental, tous ces mouvements citoyens-là, lui, il est en augmentation, à peu près partout. Donc c'est vrai pour les jeunes, mais c'est aussi vrai pour la population générale. Je l'ai dit tantôt, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Pour les partis, je pense que ça a deux implications. La première, je pense, c'est la nécessité de changer la manière dont on travaille, je le disais tantôt, pour proposer une approche plus directe, plus concrète, plus pragmatique. Il faut prendre acte que le monde a changé, que la manière de s'impliquer politiquement a changé. On ne peut pas tenter de faire fonctionner une vieille recette dans des nouvelles conditions. Il faut transformer la manière dont les partis fonctionnent. C'est ce que, notamment, j'essaie de faire en m'impliquant à Québec solidaire. Et deuxième élément dont il faut prendre acte, si on veut comprendre la raison de la désaffection des partis politiques, c'est que depuis quelques décennies, pas juste depuis 2 ans, pas juste depuis 5 ans, pas juste depuis 10 ans, depuis un bon bout, dans la majorité des démocraties occidentales, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un phénomène d'alternance entre des partis de centre-droite et de centre-gauche, et que malgré donc ce phénomène d'alternance-là, la direction générale qu'ont pris les sociétés est restée la même. C'est le cas en France notamment, et c'est actuellement le Front National qui prospère sur ce sentiment-là, qui est de dire, là-bas l'expression consacrée c'est l'UMPS. Hein? Donc, ils ont fusionné les deux partis de centre-droite et de centre-gauche ensemble pour dire c'est tous la même affaire. Mais ce sentiment-là que les partis de centre-droite et de centre-gauche proposent au final des versions légèrement différentes d'un même projet de société, c'est un sentiment largement répandu. Et ça, il y a des études qui l'ont démontré récemment là, en Europe, dans la plupart des grandes démocraties dans le monde, là, ce sentiment-là progresse. Que, au fond, le centre-droite à centre-gauche, on fait une petite alternance, mais grosso modo, qu'est-ce qui ne change pas? Et ça, encore une fois, ça se vérifie dans les chiffres. C'est l'augmentation des inégalités sociales, qui est moins grave au Québec qu'ailleurs, mais qui est réelle au Québec comme ailleurs. Donc, les inégalités sociales continuent d'augmenter, les services publics continuent à être affaiblis, ceux qui en ont déjà beaucoup en ont de plus en plus. Et donc, ça installe un sentiment de cynisme, puis de désœuvrement, de dire, ben, dans le fond, peu importe pour qui on vote, ça fait la même chose. Et on voit les résultats de ça. C'est le Front National en France, c'est Donald Trump aux États-Unis qui font leur pain et leur beurre de ce sentiment-là de continuité. Alors, et d'ailleurs, je veux dire, on pourrait donner des exemples au Québec de ça, mais je vais, par volonté de ne pas sombrer dans la partisanerie, donner des exemples au fédéral, où, par exemple, on a actuellement un gouvernement qui s'est présenté comme le parti et le premier ministre du renouveau, hein, le vent dans les cheveux et les rayons de soleil dans les lentilles de caméra, en nous disant notamment que sur le plan environnemental, ça allait être le début d'une nouvelle ère. On le voit, il n'y a aucune différence entre les politiques environnementales de Trudeau et de Stephen Harper. Et on pourrait parler de démocratie, un gouvernement qui s'est fait élire en mettant au cœur de sa campagne une réforme du mode de scrutin. Ça a pris quelques années à peine pour qu'il abandonne cette promesse-là. Et on pourrait donner d'autres exemples de continuité profonde entre les politiques de Justin Trudeau et de Stephen Harper. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé aussi au Québec dans les dernières années. Et donc, ça, c'est quoi l'impression que ça donne au monde? L'impression que ça donne au monde, c'est que, ben, peu importe pour quelle gang on vote, il se passe au fond, pas mal tout le temps la même affaire. Alors, moi, arrêter les applaudissements à l'Assemblée nationale, faire des questions citoyennes, utiliser les réseaux sociaux, je trouve que c'est super intéressant comme initiative, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça, puis il faut proposer, il faut mettre de l'avant des solutions politiques, des propositions politiques qui cassent le consensus qui s'est installé dans les démocraties depuis, encore une fois, là, on va faire attention avec les chiffres, mais depuis plusieurs décennies. Ce consensus-là, certains vont l'appeler le néolibéralisme, l'austérité. On peut faire une guerre d'étiquettes, mais l'idée, c'est que, grosso modo, les sociétés se sont en allées pas mal dans la même direction, qu'on ait élu des gouvernements de centre-droit et de centre-gauche. Et je pense que casser le cynisme, c'est aussi proposer autre chose. Parce que si nous, les progressistes et les indépendantistes, ne le faisons pas, c'est d'autres forces politiques qui vont le faire. C'est ça qui est en train d'arriver aux États-Unis et en France, puis c'est pas super intéressant à observer. Merci. La prochaine question traite du traitement médiatique en général au Québec. L'environnement médiatique a connu d'importantes mutations dans les dernières années. Est-ce que le déficit de confiance d'une partie de la population envers les médias
en plus de l'avènement des médias sociaux, constitue une problématique en lien avec le monde de l'information, la marginalisation et la radicalisation. Est-ce que cette situation est un problème important et quelles solutions sont possibles? Je suis vraiment désolé. Peux-tu répéter la question? Bien entendu. À cause de l'alternance, on en fait toujours deux à la fois. C'est exigeant. Mais Il est quand même grande en plus. L'environnement médiatique a connu d'importantes mutations dans les dernières années. Est-ce que le déficit de confiance d'une partie de la population envers les médias, en plus de l'avènement des médias sociaux, constitue une problématique en lien avec le monde de l'information, la marginalisation et la radicalisation? Ouais. On n'a pas eu les questions à l'avance, donc là, il y a quelque chose à dire. Le monde des médias, qui est on vit actuellement des transformations dans le monde des médias. Le début de l'ère numérique, ça pose toutes sortes de problèmes. Ça pose le problème de la diversité de l'information. C'est un problème qui existe partout, mais qu'au Québec, qui est radicalisé par le fait qu'on est dans un petit marché de l'information. Donc, on a probablement la presse la plus concentrée là, des grandes démocraties. Ça, c'est un problème majeur en termes de diversité des idées, de diversité des opinions qui s'affirment. Donc, au niveau de la santé du débat public, là, il y a réellement un défi particulier pour nous au Québec d'assurer une diversité et une multiplicité des voix dans l'espace public. Puis ça, je pense qu'on ne pourra pas laisser le libre marché régler ce problème-là. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités, notamment en renforçant les médias publics. Au Québec, je pense à Télé-Québec qui doit avoir, je crois, son mandat à être élargi, renforcé, et doit s'assurer que ce renforcement-là des médias publics ne soit pas réservé aux grandes villes. Parce qu'un des problèmes au Québec en matière médiatique, c'est la montréalisation des médias. 93% des nouvelles au Québec, 93% des nouvelles proviennent de 3 villes seulement, Montréal, Québec et Saguenay. Et quand on parle de Saguenay, c'est rarement pour des bonnes raisons. Donc ça, c'est un problème parce qu'encore une fois, ça contribue à avoir un espace public dans lequel les gens ne se sentent pas représentés. Ça, c'est un problème. Donc, j'ai dit concentration, montréalisation. L'autre problème, c'est la représentation de la diversité au sein de l'espace public. Le Québec de 2017, ce n'est plus le Québec de 1920. C'est un Québec de pluralisme culturel et il faut que notre espace public reflète cette diversité-là parce que le message qu'on envoie sinon aux gens de la diversité, c'est que dans le fond, vous habitez au Québec, mais vous ne faites pas vraiment partie du Québec parce que dans nos pièces de théâtre, dans nos films, dans nos bulletins de télévision, vous n'êtes pas là, et on ne vous voit pas. Ça, c'est le message que ça envoie, c'est que les gens ne sont pas bienvenus et qu'ils ne font pas vraiment partie du Québec. Et ça, donc j'ai dit concentration, moralisation. Il y a la question de la diversité, de la représentation de la diversité dans les médias qui est importante, de la manière aussi dont on parle des enjeux des communautés culturelles, pas juste quand il y a un crime d'honneur, pas juste quand il y a une rafle dans une gang de rue. Il y a aussi plein de beaux projets, il y a aussi des réalités, il y a aussi des succès dont il faut témoigner, je pense, dans l'espace public. Ça aussi, c'est un autre gros défi de nos médias. Et après ça, dans la question, il y avait aussi la question des médias sociaux. Les médias sociaux, moi, je fais pas partie des gens qui prédisent l'apocalypse, là, en disant « Ah mon Dieu, c'est en train de donner la parole au bas-peuple qui se sert de ça pour parler de ses bas instincts. » Je pense que c'est un défi. L'arrivée des médias sociaux, oui, ça donne la parole à des gens qui ne l'avaient pas avant. Ça a des bons, ça a des mauvais côtés. Je pense que le principal défi par rapport à ça, pour des gens qui sont comme nous dans l'engagement politique, c'est de s'assurer que ces espaces-là, ces moyens-là, soient des lieux, soient des moyens, justement, qui nous permettent de mobiliser de plus en plus de gens, de rejoindre de plus en plus de gens, mais qu'on soit capable de sortir aussi les gens de ces espaces numériques-là pour les amener dans l'engagement politique concret, réel, qui est, je pense, fait de blood, sweat and tears, d'un engagement charnel aussi, d'un dialogue en personne. Et là, il y a vraiment un défi pour les mouvements sociaux et les partis politiques de ne pas céder aux sirènes ce que les anglophones appellent le collectivisme, le fait de s'engager seulement à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est un réel défi. Oui, dans l'initiative « Faut qu'on se parle », on avait essayé justement de faire ce mariage-là, où on avait une plateforme en ligne qui permettait aux gens très simplement de nous inviter chez eux, mais on y allait chez eux. On rentrait dans leur maison puis on les rencontrait en chair et en os. On ne faisait pas un Skype pour les consulter. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec les médias sociaux. Il faut juste garder en tête que l'objectif,
c'est que ça reste un moyen, puis que ça ne remplace pas l'engagement politique concret, parce que je pense que ça, c'est indépassable, parce que le dialogue humain, là, c'est une technologie qui ne sera jamais obsolète. Merci, oui, je suis encore une fois d'accord. Je pense aussi que des défis qu'on a, en fait, des problèmes qui se posent avec les médias traditionnels actuellement, toute la logique de sensationnalisme, de marchandisation de l'information qui fait en sorte que maintenant, les médias, c'est pratiquement rendu une guerre de clics, une guerre à qui va vendre le plus grand nombre de journaux, la recherche constante du profit, puis ça, c'est évidemment éminemment problématique dans une société démocratique. Également, les médias sociaux, on peut penser que c'est une bonne façon d'aller en dehors des médias traditionnels, mais encore une fois, ça peut devenir dangereux avec la prolifération des médias alternatifs puis de tout le phénomène qu'on a vu voir prendre beaucoup d'expansion, notamment aux États-Unis, mais aussi également ici au Québec. Tout le phénomène des fake news, donc des faux sites de nouvelles qui induisent vraiment les gens carrément en erreur. Puis il y a des gens qui recherchent justement leur profit de ça, de faire en sorte que les gens se voient complètement abreuvés d'une information qui, au fond, n'est pas vraie. Un des dangers aussi avec les médias sociaux, vous l'avez peut-être vu, il y a eu des études qui ont été faites durant justement la campagne électorale américaine, puis tout le phénomène des chambres d'écho. Donc, du fait que selon les algorithmes des réseaux sociaux, plus on clique j'aime, par exemple, sur des éléments qui nous intéressent, eh bien, plus notre fil d'actualité va être simplement rempli de ces mêmes choses qui nous intéressent et qui nous donnent une impression, au fond, que tout le monde pense comme nous. C'était vraiment parlant. Il y avait un journaliste qui avait mis vraiment en comparaison un fil d'actualité d'un démocrate américain versus celui d'un républicain. Et l'information qu'on y retrouvait, elle était totalement différente. Donc, quand on parle de radicalisation aussi, je sais que Stéphane Berthomé, un spécialiste dans le domaine, qui a fait une étude aussi, qui avait commencé à cliquer j'aime, par exemple, sur des liens qui favorisaient, qui étaient plutôt djihadistes, disons. En quelques jours seulement, il s'est retrouvé avec une information très dans ce sens-là. Il a même été approché par des recruteurs, donc très rapidement, en seulement quelques jours. Donc, ça montre à quel point, ça aussi, il faut s'en méfier. Que oui, les réseaux sociaux, c'est un moyen incroyable, un défi d'innovation quand même assez extraordinaire qui permet de se mobiliser rapidement. Je pense, par exemple, hier, il y a une manifestation pour Bombardier qui s'est organisée en un clin d'œil grâce à la force des réseaux sociaux. On peut également penser aux vigiles qui ont eu lieu suite aux attentats de Québec récemment, qui, en quelques heures, pouvaient regrouper des milliers de personnes sur la page. Donc, c'est un outil qui est fondamental, auquel on est chanceux d'avoir accès, même, je trouve, en 2017, parce que c'est un outil d'organisation incroyable. C'est une plateforme citoyenne aussi qui permet aux citoyens d'avoir une voix, de s'exprimer, puis de passer peut-être outre aussi le cadre traditionnel des grands médias et de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur le contrôle de l'information. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il faut savoir les utiliser, mais les savoir utiliser à bon escient. Je pense qu'une des solutions, c'est évidemment l'éducation, de développer le sens critique pour pouvoir départager quelle est une bonne source d'information versus une moins bonne source pour que les gens puissent être à même d'avoir l'information nécessaire pour départager le vrai du faux. Et samedi, on était le 1er avril, mais il faudrait que tout le monde pense en termes de « on est le 1er avril », c'est peut-être pas vrai ce que je vois devant mon écran. Ça paraît niaiseux, mais c'est vraiment absolument nécessaire. Puis pour revenir, par exemple, sur les médias traditionnels, évidemment, je pense que le public a vraiment un rôle à jouer. Il faut que le rôle de Télé-Québec soit revalorisé partout dans nos régions. Puis pour ce qui est de la représentation de la diversité, mais moi je me dis, pourquoi pas utiliser Télé-Québec aussi pour favoriser une plus grande représentation de la diversité québécoise. Nous, justement, dans notre congrès du Parti québécois, dans Marie-Victorin, on a amené cette proposition-là pour que Télé-Québec puisse servir de plateforme aussi d'expression aux nouveaux arrivants francophones qui puissent venir présenter des parties de leur réalité. Donc, on devrait pouvoir les intégrer là-dedans. Je pense que c'est le rôle aussi d'un diffuseur public, mais de jouer un rôle aussi dans l'économie des régions et de pouvoir vraiment devenir un joueur qui va ajouter de la concurrence et qui va ajouter aussi à la qualité de l'information qui est disponible partout sur le territoire du Québec. Merci. Il reste 2 questions. La prochaine. Le système d'éducation postsecondaire souffre de nombreuses lacunes à l'heure actuelle. Vous qui avez connu ce système de près, quels sont les problèmes que vous identifiez comme étant principaux et quelles solutions proposez-vous afin de remédier à la situation? On dit souvent au Québec, l'éducation doit redevenir la priorité numéro 1.
On le dit, je l'ai entendu des milliers de fois, mais concrètement, il n'y a pas d'action qui se pose. Le système d'éducation en entier est encore complètement sous-financé. C'est très vrai également pour le système postsecondaire. Évidemment, ça fait les manchettes ces dernières années. On en a beaucoup parlé, mais il me semble que le débat qu'on a lancé en 2012, à mon sens, il est inachevé. Il y a encore le problème, un peu comme au niveau de l'information, mais c'est la marchandisation de l'éducation. Le fait que maintenant, l'éducation est tournée, le système postsecondaire du moins, vers un but qui est de former des travailleurs et non plus des citoyens critiques du monde. Du moins, la mission de l'université est très centrée là-dessus et ne permet pas nécessairement les deux visions. Donc ça, c'est un problème. Un problème également dont on a beaucoup parlé, c'est le financement des universités. Actuellement, ils sont financés par tête de PIB, donc par nombre de personnes qui fréquentent l'université, ce qui fait en sorte que les universités sont tentées de faire une prolifération des campus satellites un peu partout sur le territoire. Puis ça, bien, ça enlève du poids à nos universités régionales qui, elles aussi, sont des éléments cruciaux dans le développement de nos régions. Puis je discute souvent avec mes collègues des régions à l'Assemblée nationale. Puis la revitalisation de nos régions, ça passe vraiment par plus de moyens à nos cégeps, à nos universités aussi, en région, qui apportent vraiment une activité, un dynamisme. Donc, je crois qu'une des solutions aussi, c'est de revoir le financement des universités davantage à la mission. Est-ce que c'est une mission de dynamisation régionale? Est-ce que c'est une mission de recherche appliquée, de recherche fondamentale? Au lieu de simplement s'arrêter au nombre de personnes qui fréquentent l'université, il faut complètement revoir ce modèle-là. À mon sens, ça m'apparaît vraiment primordial. Une meilleure accessibilité pour tous. Moi, je suis très fière, j'ai milité, je l'ai dit tantôt, en 2012, donc on a pu avoir certaines idées au Parti québécois auparavant, mais je suis contente de voir que là, en ce moment, dans la proposition principale, on a inscrit la gratuité scolaire, puis je suis très fière parce que je me rappelle, j'étais là au CNJ dans le temps de 2012, on l'a beaucoup poussé, puis je sais que c'est une idée en laquelle Jean-François Lisée croit, puis les gens, les députés autour de la table, on veut vraiment tendre vers ça. Donc moi, en tout cas, comme jeune députée, ça me motive parce que je crois vraiment en une accessibilité universelle au système postsecondaire. Je pense que c'est, en faisant du Québec, l'une des sociétés les plus éduquées au monde, parce qu'on parle de changement, de bouleversement économique en rapport avec la crise écologique notamment, mais on peut se tourner vers une économie du savoir. Il y a la croissance, on parle beaucoup de décroissance, mais c'est possible quand même d'avoir une croissance si on l'oriente justement davantage vers le savoir humain, la croissance humaine. Donc, en ce sens-là, bien, nos universités, l'accessibilité à tous, par justement la gratuité scolaire, à mon sens, c'est vraiment important. Et donc, pour revenir aussi, donner plus de moyens à nos cégeps, à nos universités en région, c'est important aussi pour l'intégration des nouveaux arrivants. J'avais l'exemple au cégep de Bécomo récemment, ils ont fait une demande pour avoir un programme pour les infirmières étrangères qui seraient capables de suivre un programme de 9 mois et ensuite d'être intégrés au marché du travail québécois. Ça viendrait pallier à beaucoup de demandes qu'ils éprouvent là-bas sur la Côte-Nord. Mais actuellement, le cégep, faute de moyens, ne peut pas offrir le programme. Alors, c'est là qu'on voit que d'investir dans l'éducation, dans notre réseau postsecondaire, mais ça peut avoir un impact non seulement, oui, sur l'intégration des nouveaux arrivants, mais sur la revitalisation de nos régions et donc le dynamisme économique du Québec au grand complet. Je suis d'accord avec tout ce que Catherine a dit. J'allais dire, dans le fond, 3 grands défis, 3 grands problèmes en matière d'éducation supérieure au Québec. Accessibilité, financement, marchandisation. Accessibilité, en effet, là, la première chose qu'il faut dire en termes d'accessibilité, c'est que le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où les universités sont les plus accessibles, socio-économiquement, donc pour les gens, peu importe leurs revenus, mais aussi les plus accessibles géographiquement. C'est l'endroit en Amérique du Nord où, en fait, dans ce cas-là, c'est au Canada, on n'a pas les statistiques américaines, mais l'endroit au Canada où les gens des régions sont les plus représentés dans les filières d'études les plus sélectives, les plus contingentées, comme médecine, comme droit. Et c'est également l'endroit au Canada où les étudiants et les étudiantes de première génération sont les mieux représentés dans ces filières-là. Et ça, c'est pas un cadeau du ciel, c'est pas quelque chose qui nous a été... C'est pas quelque chose dont on a hérité par la gentillesse des gouvernements des dernières décennies. Ça, c'est un acquis
du mouvement étudiant québécois qui, depuis les années 50 au Québec, s'est mobilisé pour mettre en place puis sauvegarder un modèle d'éducation supérieure résolument accessible, résolument démocratique, qui est un exemple sur notre continent. Il faut en être très fier. Oui, le Québec est tout à fait différent du Canada là-dessus, et c'est pas un problème. c'est une fierté. Et le fait que nos frais de scolarité soient encore aujourd'hui parmi, ils ne sont plus les plus bas, mais parmi les plus bas au Canada, c'est un héritage des luttes étudiantes, et pas seulement celle de 2012, de celle depuis les années 50 au Québec. Et ça, je pense qu'il faut en être très fiers. Puis, en tant que génération, on est des héritiers et les héritières de cette mobilisation-là. On a défendu cet héritage-là en 2012, mais il ne faut pas penser que c'est gagné pour autant, parce qu'il y a peut-être des luttes qui s'en viennent dans les prochaines années. Il va falloir aussi les mener sur nos campus s'il y a des nouvelles attaques qui sont faites à l'accessibilité à l'éducation. Il y en a eu une lutte en 2012, une lutte qui a été victorieuse. Malheureusement, il y a ensuite eu une indexation des frais de scolarité, mais je suis très, très content de voir que le Parti québécois s'est rallié à la proposition de gratuité scolaire, qui était celle d'une partie du mouvement étudiant en 2012. La gratuité scolaire, c'est pas juste une mesure comptable, c'est pas juste un projet de passer de 3 000 $ à zéro en termes de frais de scolarité. La gratuité scolaire, ça porte aussi. C'est un projet qui porte en lui une certaine vision de l'éducation. Parce que de dire aller à l'université, ça va être gratuit, ça ne veut pas juste dire qu'il n'y aura pas de facture ou qu'il va y avoir une facture de $0. C'est aussi un message qu'on envoie quand on rend l'université gratuite. Ce message-là, il est double. D'une part, ça envoie le message que tout le monde est bienvenu, que personne n'aura à se saigner à blanc ou à s'endetter pour accéder à l'éducation supérieure. Puis ce message-là, symboliquement, il est très, très fort. C'est un message fort qu'une société envoie à sa jeunesse. C'est-à-dire, l'université, là, c'est pour tout le monde. Par principe, venez-y. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire certaines formes de sélection à d'autres égards, là, mais que financièrement, on dit c'est gratuit, c'est un message fort. Puis deuxièmement, l'autre message que ça envoie, au-delà de la question comptable, c'est que l'éducation, c'est pas une marchandise, c'est pas une business comme une autre. Que c'est pas, l'éducation, c'est pas quelque chose qu'on s'achète comme on s'achèterait une pinte de lait. Malheureusement, c'est une conception de l'éducation qu'on a beaucoup entendue dans les dernières années, notamment en 2012, où malheureusement, des gens de notre génération ont parlé comme ça, en parlant de leur éducation et en disant « Moi, si j'ai acheté des cours, j'ai le droit d'y avoir accès parce que c'est de quoi que j'ai acheté et vous m'empêchez d'avoir accès à ce bien de consommation-là que je me suis procuré. » Rendre l'éducation gratuite, c'est aussi casser cette logique-là et envoyer au contraire le message que non, l'éducation, c'est pas comme une pinte de lait ou comme le dit un juge de la Cour supérieure du jus de raisin. Ce n'est pas une blague. C'était écrit dans un jugement en 2012. Donc, c'est un double message qui est très fort. C'est pour ça que la gratuité scolaire, c'est un projet qui me touche parce que, mon Dieu, j'ai passé les 5 minutes là-dessus. Et voilà, c'est toujours ça qui arrive. Des formations professionnelles. Mais, donc, c'est fort la gratuité scolaire. J'allais parler de malfinancement, de financement. Il y a un problème de sous-financement, mais il y a aussi un problème de mal-financement. C'est pas juste que nos universités manquent de moyens, c'est qu'on attribue mal les fonds, on les attribue en vertu des mauvaises priorités. De plus en plus, la recherche appliquée pour le privé, de moins en moins l'enseignement et de moins en moins également la recherche fondamentale. Donc, il n'y a pas juste un manque d'argent, il y a un dysfonctionnement dans la manière dont on finance nos universités. Et j'allais terminer en parlant de marchandisation. Ça a l'air d'être un gros mot bien compliqué, mais dans les faits, ça désigne une réalité très simple. Quand vous voyez des universités faire des campagnes de pub sur des autobus, quand vous voyez l'Université de Montréal s'acheter des bandes au Centre Bell, quand vous voyez des universités ouvrir des campus à l'autre bout du Québec, en face d'une autre université pour y voler sa clientèle étudiante, c'est ça, la marchandisation de l'éducation, c'est la transformation progressive de l'éducation en un marché. Et d'ailleurs, les recteurs des universités dorénavant parlent comme ça, ils nous parlent de marché de l'éducation. Et tous ces problèmes-là, évidemment, ils sont liés. Et voilà, j'arrête, mais j'allais dire autre chose pour ça. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait. La dernière question, en guise de conclusion. Au final, comment peut-on améliorer l'implication et la participation politique et citoyenne des jeunes au Québec? Comment faire en sorte que les jeunes et les autres groupes souffrant d'un déficit de représentativité politique, comme les femmes et les minorités culturelles, prennent mieux leur place au Québec? Je suis content que la question ait été élargie parce qu'il y a les jeunes, mais les jeunes, c'est seulement un des groupes sociaux qui est largement sous-représenté, pas seulement dans les postes de pouvoir, mais dans toutes les formes d'engagement politique qui sont souhaitables en démocratie. Bon, il y a des trucs que j'ai déjà dit là,
de ce que les partis peuvent faire pour fonctionner de manière plus démocratique, plus inclusive, surtout plus participative. Ça, je pense que c'est terriblement important, je le répéterai pas. Deuxièmement, je pense qu'il faut prendre conscience que les déficits de représentation dont tu parlais, c'est aussi le reflet, l'illustration d'un déficit démocratique plus général. Et ce déficit démocratique plus général, il touche plus certains groupes que d'autres, mais il touche tout le monde. On pourrait s'étendre longtemps sur les manières de rendre plus représentative notre démocratie représentative. Et c'est souhaitable, en effet, qu'elle soit mieux représentative, notre démocratie représentative. Mais il faut aussi qu'elle soit plus seulement représentative. Je pense qu'il faut penser à des réformes démocratiques qui vont plus loin que juste s'assurer qu'on représente mieux. Je pense qu'il faut penser à des mécanismes de participation politique qui s'intercalent entre les élections, qui ne les remplacent pas nécessairement. Je ne fais pas partie des gens qui veulent balayer de la main toute forme de représentation, mais qui s'intercalent entre les élections pour donner plus de pouvoir aux gens. On pourrait parler des référendums d'initiative populaire, on pourrait parler des budgets participatifs, on pourrait parler des mécanismes de révocation, on pourrait parler peut-être d'un mécanisme de redevabilité pour que les députés, dans le fond, soient davantage redevables au jour le jour envers les gens qui les ont mis là. Et tous ces mécanismes-là, en démocratisant notre système actuel, ils vont nous aider à accueillir dans la démocratie les gens qui ne sont pas encore représentés. Encore une fois, on pourrait parler de la question aussi des médias et de la représentation, parce que c'est un enjeu majeur à la fois pour les femmes et pour les minorités visibles. Donc, il faut faire tout ça. Il faut que notre société devienne plus démocratique de toutes ces manières-là. Et si on fait ça, je pense qu'on se donne des chances. Je terminerai en parlant de la question de la diversité. Parce que pour moi, c'est une question qui est très importante pour moi. Et actuellement, à travers le monde, on assiste à la montée d'un discours qui rejette les gens issus de la diversité en faisant croire à la classe moyenne puis aux gens des classes populaires que leur problème, que la stagnation de leur niveau de vie, ben c'est la faute des immigrants, des immigrantes. Ça donne Donald Trump, ça donne le Front National, ça a donné en partie le Brexit en Angleterre. Et ce discours-là, il est exclusif, mais il est aussi radicalement antidémocratique parce qu'on dit à des gens avec qui on voudrait construire la société, dans notre cas québécoise, qui ne font pas vraiment partie de nous, qui ne sont pas vraiment invités à construire ce pays-là avec nous. J'ai commencé en disant que c'était une montée, c'est un discours qui monte partout à travers le monde, et le Québec ne fait pas exception. Il monte aussi au Québec, ce discours-là. Et ça décourage, mais profondément, les gens issus des communautés culturelles de s'engager politiquement. Et dans le cadre de la tournée Faut qu'on se parle, on est allé, j'en ai rencontré beaucoup, des gens qui m'ont dit, d'une part, que ce qu'ils ont vu en politique québécoise depuis, disons, une dizaine d'années, à partir des premiers scandales sur les accommodements raisonnables en 2007-2008, que ce qu'ils ont vu donc depuis 10 ans, les a non seulement convaincus que l'indépendance du Québec, c'était pas pour eux, que c'était un projet qui cherchait à les sortir du Québec ou à les pointer du doigt ou à se faire contre leurs droits et libertés, ça c'est une chose, mais que plus encore, et ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a attristé d'entendre ça, que cette montée-là les avait découragés de même s'identifier comme Québécois, comme Québécoises. Donc, on a l'impression que maintenant, ce mot-là, on fait plus partie de la société québécoise. Et ça me brise le cœur quand j'entends des choses comme ça. Et c'est pas juste injuste, c'est pas juste discriminatoire, c'est aussi un affaiblissement de la démocratie québécoise. Et je pense que si on veut une démocratie réelle, dynamique au Québec, il faut faire barrage à ce discours-là qui prend toute une partie de la population et qui dit « vous ne faites pas vraiment partie du Québec de demain ». Moi, ça m'inquiète énormément. Et je répète, là, on n'est pas les seuls à avoir ce défi-là. C'est un défi que tout le monde a, mais on l'a nous aussi. Puis il faut nous aussi le prendre à bras-le-corps. C'est très, très, très inquiétant parce qu'on ne voit pas le Québec juste avec les Blancs francophones. On va faire le Québec avec tout le monde. Puis il faut qu'on donne l'exemple comme formation politique, je pense. Oui,
donc moi je reprends mon exemple de ce matin quand j'ai rencontré une classe de jeunes étudiants du cégep de Saint-Jérôme. Le constat qui était partagé par, je dis, tous les étudiants présents dans la salle ce matin, c'était il y a vraiment une déconnexion entre nous et la classe politique. On ne sent pas qu'on y a accès. On ne se sent pas concerné par les enjeux politiques. On n'a jamais rencontré notre député. Ce sont des exemples qui montrent à quel point il est important pour les partis d'être présents aussi là où sont les jeunes. Oui, dans les cégeps, dans les universités, mais on oublie beaucoup aussi les jeunes de la formation professionnelle, par exemple, qui ne sont pas assez écoutés par les différents partis, qui font par exemple des tournées d'institutions scolaires, tout ça. Donc, il faut aller voir ces gens-là, il faut leur tendre la main. Souvent, c'est bien juste ça que les gens attendent, autant les jeunes que, par exemple, les membres issus de la diversité. Souvent, ils semblent qu'ils n'ont pas accès à cette sphère-là de la politique québécoise. Donc, je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant qu'élus d'aller vers les gens. Moi, je vais prendre un autre exemple personnel. Dans ma campagne électorale, j'avais décidé d'écrire une lettre aux jeunes électeurs, à ceux qui allaient voter pour la première fois. Et là, nous sommes partis en petite équipe, aller cogner aux portes de ces gens-là pour aller leur remettre la lettre, mais en même temps instaurer une discussion. Commencer à parler de politique. C'est très simplement, parce que bien souvent, ces jeunes-là n'ont même pas eu ce premier contact-là avec la politique. Donc, pour les convaincre d'aller voter, tout simplement, peu importe pour quel parti, mais je pense qu'il faut instaurer le dialogue. Ça, c'est extrêmement important. Puis pour ce qui est de la représentation, ben, on n'a pas le choix de dire que ça va prendre certains modèles. Il faut que les partis politiques prennent leurs responsabilités, fassent en sorte de laisser de la place justement aux gens de la diversité, aux femmes aussi. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est sûr que la question des quotas, par exemple, ça fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, ce concept-là de discrimination positive. Mais en même temps, quand on regarde ce qui a été fait ces dernières années, on ne peut pas dire que même si on a essayé très fort, on a beaucoup de résultats. Hein, le nombre de femmes a baissé à l'Assemblée nationale à la dernière élection. On est, je pense, 26 ou 27 %. Donc, est-ce que c'est représentatif de la population? Non. Puis on parle même pas là, de la diversité qui est pratiquement absente totalement de notre Parlement. Alors, il faut se poser ces questions-là. Il faut que les partis politiques se décident à agir. Il y a un groupe d'ex-parlementaires qui ont levé leur voix récemment. Je ne sais pas si les quotas sont la solution. Je pense que le débat doit être fait. Je pense néanmoins qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées au sein des partis politiques qui ont le devoir d'être créatifs à ce niveau-là. Est-ce que ça prend, par exemple, des incitatifs financiers à l'élection de candidats? Parce que quand on parle de présenter des candidats dans un nombre égal, par exemple, de circonscription, ben c'est trop facile d'aller mettre les femmes dans tous les comtés qu'on ne gagnera pas. Ça a été fait dans d'autres pays, ça a été un flop total. Donc, essayez vraiment de donner un incitatif plus grand aux partis pour l'élection d'un plus grand nombre de femmes, parce que franchement, avec la bonne volonté qu'on a actuellement, on ne peut pas se dire qu'on a des bons résultats. Donc, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aussi déconstruire tout le mythe qui entoure justement la discrimination positive. Moi, j'entends tellement de gens dire « Ouais, mais il faut que ça soit la compétence qui prime. » Je vais vous dire, on est capable de trouver des femmes compétentes pour se présenter en politique. On est capable de trouver des jeunes compétents, puis on est capable de trouver des gens issus de la diversité qui sont tout à fait compétents. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volonté politique en ce sens-là. Donc, il faut vraiment, oui, déconstruire ce mythe-là, mais avoir une action qui soit d'aller au-devant des choses, de ne pas laisser se perdurer la situation qu'on connaît à l'heure actuelle, parce que ça a des impacts significatifs dans nos parlements. Les décisions qui sont prises reflètent la diversité des gens qui y sont. Moi, je pense pas qu'on aurait les CPE, le réseau de CPE aujourd'hui au Québec s'il n'y avait pas eu des femmes pour porter ce projet-là. Puis je pense que plus il va y avoir de femmes, plus il va y avoir de représentants de la diversité, mais plus ça va tenter à d'autres femmes ou à d'autres membres de la diversité d'aller se présenter en politique parce qu'ils vont pouvoir davantage s'y représenter, mais aussi qu'il va y avoir un Parlement qui répond peut-être davantage à leurs besoins. S'il y avait plus de femmes à l'Assemblée nationale, ben, il y en aurait peut-être déjà eu une garderie pour les députés, pour le personnel politique. Alors, c'est une roue qui tourne, mais c'est important que les partis politiques prennent leurs responsabilités en main en ce sens-là. Merci beaucoup. Je vous laisse reprendre votre respiration, prendre une gorgée d'eau. Dans le fond, on vient de terminer le premier volet de la conférence et on entend le